Alors, pour cette année, donc, ce cours qui s'intitule Exil et migration, je vous le rappelle, de 1789 à nos jours, et qui a commencé il y a maintenant 2 ans, sera composé donc, de 5 cours. C'est un peu le même rythme que l'année dernière, c'est-à-dire tous les premiers lundis, en gros, de ce mois de janvier jusqu'au mois de mai. Suivant les vacances scolaires, ça peut un peu évoluer, mais en fait, c'est à peu près ça. Et donc, je vous donne peut-être les titres des cours. Alors, je vais essayer d'aller lentement, parce que c'est sûr que ça aurait été mieux projeté, mais je vous l'ai dit, donc, le plus lentement possible. Reconstruction, décolonisation et guerre froide. 2 points. Quelle politique migratoire et asilaire. 1945-1954, c'est le cours d'aujourd'hui. Rappelez-vous, on a terminé donc avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, les camps qui existaient encore à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qu'on appelait les camps de personnes déplacées, displaced persons. On va y revenir dans quelques minutes. Et puis après, on va arriver jusqu'à 1954. Alors, j'aurais pu prendre d'autres dates, bien sûr, 1951, concernant les réfugiés, avec la Convention de Genève. Mais j'ai voulu arriver jusqu'à 1954. Je vous dirai pourquoi je peux déflorer déjà un peu le suspense, mais c'est lié à la ratification par la France de la Convention de Genève, qui date de 1954, 3 ans après la signature officielle de ce texte. Ensuite, pour le cours numéro 2, qui aura donc lieu au mois de février, il s'intitulera « Les 20 glorieuses de l'immigration ». Point d'interrogation. Travailleurs immigrés, clandestins économiques entre guillemets, et réfugiés politiques. 1954-1974. Donc là, évidemment, 1954, je viens de l'expliquer. 1974, je pense que vous connaissez bien cette date, c'est la fin donc, de l'immigration de travail, décidée au début du mandat de Valéry Giscard d'Estaing. Ensuite, le cours 3, au début donc, du mois de mars, la fin des 30 glorieuses, le retour de la fermeture des frontières, 1974-1991. Bon, là, 1991, évidemment, c'est lié à l'effondrement de l'URSS, qui va entraîner, bien sûr, un certain nombre de bouleversements politiques et donc de mouvements de population. Le cours numéro 4 sera donc intitulé « Un nouveau monde libre », point d'interrogation. Quelle mobilité entre l'effondrement de l'URSS, l'émergence d'un monde multipolaire et le terrorisme. 1991-2011. 2011, c'est lié au printemps arabe et évidemment à tous les bouleversements connus par des pays situés dans le pourtour de la Méditerranée, avec les mouvements de population évidemment qui sont liés à ces événements. Et nous terminerons avec le cours numéro 5, Printemps arabe et basculement géopolitique. 2 points, nouvelles frontières et exil d'aujourd'hui. Et donc 2011-2026. On arrivera vraiment jusqu'à nos jours. Et donc ce sera au mois de mai. Alors j'en profite, peut-être que déjà certains le savent, pour vous informer que le cycle de cours se terminera cette année et qu'il y aura donc au minimum une interruption, puisque je ne reprendrai pas mes cours l'année prochaine. Peut-être que par la suite je reviendrai, mais en tout cas pour l'année prochaine il n'y aura pas de nouveaux cours, que ce soit sur l'exil ou sur d'autres sujets. Bien. Donc on va commencer par la bibliographie. Alors quelques points sur la bibliographie, en vous rappelant que concernant ce thème, exil et migration, il faut absolument revenir à quelques volumes fondamentaux. Et le premier dont je voulais vous reparler, c'est le volume de Gérard Noiriel, appelé le Creuset français, que vous avez déjà sans doute vu au moins en bibliographie l'année dernière, ou bien peut-être déjà parcouru. J'avais rappelé que dans ce volume, Gérard Noiriel avait notamment émis l'idée, nous sommes donc à la fin des années 80, début des années 1990,
que l'immigration en France constitue une forme de non-lieu de mémoire. Et c'est peut-être une réflexion qui est encore valable aujourd'hui. Un autre volume que je vous avais indiqué, c'était Émigrer, immigrer de Dominique Schnapper, qui, elle, a eu cette phrase qui rejoint un peu ce que disait Gérard Moriel, c'est-à-dire que la France est un pays d'immigration qui s'ignore. Cela date, là aussi, de la fin des années 80. Ensuite, quelques titres comme ça, rapidement. Alors, aussi connu, Ralph Shore, Histoire de l'immigration en France. Ça date du milieu des années 90. Plus récent, et c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez, parce que c'est quelqu'un qui est assez médiatisé, qui a fait aussi une série de cours au Collège de France, très important depuis 2017, c'est François Héran. François Héran, spécialiste de l'immigration, c'est à la fois un démographe, philosophe, sociologue, et donc il a publié énormément d'ouvrages, mais il a publié sur ces dernières années beaucoup d'ouvrages liés à l'immigration, et notamment un qui s'appelle « Avec l'immigration ». Et cela date donc du début des années, fin des années 2010, 2017 précisément. François Héran, Avec l'immigration, mesurer, débattre, agir. Ensuite, vous avez Catherine Witold de Wenden, qui en 2022 a publié Figure de l'autre donc au pluriel, Perception du migrant en France, 1870-2022. Et puis on s'approche donc petit à petit du présent, avec Karen Akoka, dont j'avais parlé, sociologue qui a travaillé sur l'exil et l'exil. Et puis, autre figure plus jeune que François Héran, mais qui est aussi assez médiatisée, qui est une historienne, Delphine Diaz. Alors Delphine Diaz qui a notamment écrit un volume important chez Folio Histoire qui s'appelle En exil, les réfugiés en Europe de la fin du XVIIIe siècle à nos jours. A noter d'ailleurs que Delphine Diaz, elle a fait partie de l'équipe scientifique qui a renouvelé l'exposition du musée de l'histoire de l'immigration à Paris, vous savez, au palais de la Porte Dorée. Et donc, il y a eu différents historiens qui se sont engagés dans cette aventure, notamment Patrick Boucheron. Mais Delphine Diaz, ça fait partie donc des jeunes historiens, avec Camille Schmoll notamment, qui ont renouvelé donc l'exposition. Bien. Ensuite, il se trouve que j'avais aussi, il y a 3 ans maintenant, c'était d'ailleurs le point de départ du cours, publié un ouvrage qui s'intitule « Un long siècle d'exil », proscrits, apatrides, réfugiés, rapatriés des années 1870 aux années 1980. Et puis, je vous indique, je vous définis il y a quelques secondes, que la question de l'exil a été proposée au concours de l'enseignement, notamment de l'agrégation d'histoire, donc en 2025. De ce fait, en 2024, vous avez eu dans la collection Atlante, qui est une collection pour les concours, pour préparer les concours, un manuel qui a été dirigé par Delphine Diaz et qui s'intitule « Exilés, réfugiés, étrangers, France, 1848-1986 ». Bon là, c'est en 2024, c'est vraiment la dernière, si vous voulez, mise à jour des connaissances sur le thème concernant la France, évidemment, dans cette période chronologique, 1848-1986. Bien, je pense que le problème technique ne va pas se régler, donc on va continuer. Et on va attaquer le cours 1, reconstruction, décolonisation et guerre froide. Quelle politique migratoire et asilaire? Alors, si vous vous souvenez, on a terminé l'année dernière avec une photographie d'un enfant dans un camp de déplacés. Il s'appelait Joseph Epstein. Et je vous ai raconté tout son parcours extrêmement complexe qui l'avait mené du camp de Buchenwald jusqu'aux États-Unis. Alors l'idée, c'était de commencer encore par une photographie d'un enfant, mais qui n'apparaît pas, bien sûr. Et sur cette photographie,
il y a deux inscriptions qui sont importantes, l'UNRWA et la JDC. Deux organisations qui vont jouer un rôle majeur dans le rapatriement, la réinstallation des gens qui sont déplacés à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors, la JDC, c'est ce qu'on appelle l'American Jewish Joint Committee. C'est une organisation caritative juive qui va jouer un rôle fondamental pour essayer de rapatrier un certain nombre de déportés et rescapés juifs, notamment vers les pays d'Europe centrale, pour une partie vers les États-Unis et pour une autre partie vers la Palestine. Évidemment, territoire dont on va parler dans quelques minutes. L'UNRWA, elle a été créée, cette administration, en 1943. L'UNRWA signifie Administration des Nations Unies pour le secours et la reconstruction. Il faut noter, parce que vous allez voir que dans d'autres organisations dont je vais vous parler un peu plus tard, ça ne sera pas le cas, que l'UNRWA regroupait 44 pays, mais les États-Unis et l'URSS. Et au sein de cette organisation, qui va évidemment être ensuite aux Nations Unies qui naissent, elles, vous le savez, enfin, l'Organisation des Nations Unies qui naît le 26 juin 1945, l'idée, ça va être d'essayer de rapatrier toutes les populations qui se trouvent hors de leur territoire d'origine en 1945. C'est un nombre très important de personnes. Alors, les chiffres varient selon les historiens, mais on est entre 8 et 11 millions de personnes. Nous verrons que certaines veulent revenir, absolument revenir, dans leur pays d'origine, d'autres ne veulent pas revenir. Et on va voir comment, évidemment, ces cas spécifiques sont traités, et notamment par l'ONU. Alors, vous imaginez bien que les catégories de population qui sont considérées comme déplacées, donc personnes déplacées par l'UNRWA, sont originaires en très grande partie des pays d'Europe centrale et orientale. Quand je dis pays d'Europe centrale et orientale, on peut préciser en disant qu'il s'agit surtout des pays baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie, l'Ukraine, et vous avez aussi bien sûr la Biélorussie et la Pologne. Vous comprenez bien que ces populations ont connu un déplacement vers l'ouest qui a été lié, bien sûr, à l'avancée de l'armée rouge. Et par ailleurs, se trouvent aussi en Allemagne à ce moment-là les rescapés des camps, les prisonniers de guerre qui ont survécu. Je rappelle qu'en ce qui concerne la France, ça fait presque 1 million de personnes. Et vous avez aussi, en Allemagne à ce moment-là, et dans tous ces camps, les personnes qui ont travaillé en Allemagne de manière contrainte. En France, on connaît bien notamment le cas des personnes qui ont connu le service de travail obligatoire. Là aussi, c'est pas 10 ou 100 personnes, c'est 650 000. La situation est celle-ci. Vous avez en fait, dans l'Allemagne, qui est occupée par les différentes puissances, alors là, c'est vrai qu'une carte aurait été commode, mais vous allez pouvoir vous imaginer évidemment que l'Allemagne est divisée en deux, qu'il y a 3 zones d'occupation côté occidental, c'est-à-dire la zone française, la zone britannique et la zone américaine, que côté est, il y a la zone... Mais vous savez que côté est, il y a aussi Berlin, qui elle-même est divisée en 2 zones d'occupation, une occidentale et une soviétique. Par ailleurs, c'est quelque chose qu'on connaît moins. On sait que l'Allemagne était divisée en 2, découpée, etc. Mais l'Autriche aussi était occupée à la fin du conflit, et selon à peu près les mêmes divisions, avec 4 zones d'occupation. Vous avez donc une situation qui est quand même assez chaotique, c'est-à-dire que la guerre est terminée, mais vous avez un historien américain qui dit finalement c'est un temps de paix violent peacetime. Peter Gatrell il s'appelle, parce que pour beaucoup qui ont subi déjà
énormément de souffrance et souvent le deuil. Le voyage de retour est très dur. On a très peu de moyens de locomotion. Une partie des gens qui essaient de rentrer rentrent par leurs propres moyens, à pied. Et parfois, quand ils reviennent, vous le savez bien, je pense notamment par exemple aux juifs qui sont polonais, qui sont rescapés du génocide, quand ils reviennent, chez eux, il y a quelqu'un. Les domiciles sont occupés, ou alors ils ont subi le pillage, enfin bon, il ne reste plus grand-chose. Donc c'est, malgré la fin de la guerre, une période qui reste très violente pour les populations concernées. Autre exemple, et qui là est assez, je pense assez original, assez peu connu, c'est un exemple qui concerne les Alsaciens mosellans. Alors, pourquoi je voulais insister sur cet exemple? Il se trouve que quand j'avais fait quelques recherches sur cette fin de Seconde Guerre mondiale, j'étais tombé sur un document aux archives départementales. Je peux vous donner la cote, ADHP 23W45, où en fait on a l'évocation d'un camp qui, à Tarbes, a existé quasiment à partir de 1941, qui est le camp de la Planète. Vous en avez peut-être déjà parlé, je pense. Et dans ce camp de la Planète, donc en juillet 1945, eh bien, il y a des Russes. Alors, qui sont ces Russes? Ces Russes, ce sont des Russes qui, dans un premier temps, pour les hommes, ont été des prisonniers de guerre qui avaient été installés dans le sud de l'Alsace et qui étaient accompagnés aussi de femmes russes qui avaient été mises au travail par les Allemands. Il se trouve qu'à la fin de la guerre, donc, ils ont été envoyés à Tarbes et ils sont 166. Ces 166 Russes, au départ, ne posent aucun problème dans ce camp. Puis au bout de quelques semaines, quelques mois, la situation va se tendre quelque peu, à tel point, alors c'est ça qui est quand même assez étonnant dans ce petit dossier-là, que celui qui s'occupe, si vous voulez, de traduire un petit peu les revendications et les demandes des Russes qui sont présents dans ce camp de la Planète, qui s'appelle Georges Belousov, qui est un Russe blanc, vous savez, ceux qui sont arrivés dans les années 20, qui ont donc fui l'URSS qui venait de naître, eh bien, il est accusé par les autorités françaises de propagande communiste à l'intérieur du camp, ce qui est un peu étonnant pour un Russe blanc. Bon. Poursuivant mes recherches, je suis tombé aussi sur des Russes qui se sont retrouvés à Lannemezan. Et là aussi, ils sont moins nombreux qu'au camp de la Planète. Au départ, les choses se passent assez bien, et puis après, les autorités françaises considèrent qu'il y a... déjà, les Russes, selon les autorités de l'époque, boivent beaucoup trop. Il y a des questions de trafic divers, cigarettes, armes, etc. Et à noter d'ailleurs que les autorités françaises qualifient ces soldats russes de mongols, par référence à leurs origines supposées. Et là aussi, ça se passe, on va dire, la fin de leur période à Lannemezan se passe assez mal. Et ces Russes sont envoyés dans un camp près de Paris, à Beauregard. Et là, à Beauregard, ils vont devoir passer par un centre de rapatriement où se trouvent des agents du NKVD. À Paris. Et ces gens du NKVD bénéficient de l'extraterritorialité et en fait, ils réalisent ce qu'on appelle un screening, un filtrage, et ils étudient donc les cas des différentes personnes qui leur arrivent. Et alors là, les choses sont assez simples, c'est-à-dire que s'il s'agit d'anciens soldats dont on est quasiment sûr qu'ils n'ont pas dévié vers une forme de collaboration avec l'armée allemande, ils sont très peu à revenir dans leur foyer. C'est à peu près 30% de ces anciens soldats qui peuvent revenir dans leur foyer tout de suite. On leur demande en fait de rester dans l'armée pendant au moins 3 ans, qui était la durée légale du service militaire en URSS à ce moment-là. Ensuite, il y en a sur lesquels il y a plus de suspicion et de doute. Alors c'est pas 3 ans, c'est 5 ans
qu'on leur demande donc de rester dans des bataillons de reconstruction dans divers territoires européens qui passent sous la coupe des soviétiques et en Europe centrale, vous savez qu'il y en a beaucoup. Et puis alors il y a ceux qui ont en fait, alors, notamment fait partie de l'armée des Vlasoviens, du général Vlasov, c'est-à-dire qui ont carrément rejoint des armées nazies et qui ont combattu les soviétiques. Pour ces soldats-là, alors pour certains c'est rapidement terminé, mais pour d'autres, ils partent entre 6 ou 7 ans jusqu'à 25 ans au goulag, dans les camps en Sibérie. Voilà. Donc là, il y a un filtrage et des rapatriements forcés qui vont avoir lieu en URSS à peu près fin de l'année 44 jusqu'au début des années 50. Il faut d'ailleurs savoir qu'au départ, il y a plutôt une forme d'entente entre le GPRF et puis l'URSS. Il y a même un traité d'alliance et d'assistance mutuelle qui est signé à la fin de l'année 1944. Bon, après, évidemment, j'y reviendrai tout à l'heure, la guerre froide commençant, les ministres communistes quittant le gouvernement en mai 1947, les choses vont se compliquer, vous allez le voir. Mais si la France, le gouvernement provisoire de la République française du général de Gaulle, est conciliante avec les Russes au départ, c'est qu'il y a des Français qu'on aimerait bien voir revenir aussi sur le territoire. Et notamment 18 000 à peu près Alsaciens mosellans. Alors, vous l'avez deviné, dans ces Alsaciens mosellans, il y a une bonne part de ce qu'on appelle les malgré nous. Et nous, alors en France, ils sont connus notamment. Rapidement, je rappelle cet événement. Vous savez qu'à Oradour-sur-Glane, dans cette division SS Das Reich qui a massacré donc des dizaines de personnes, des centaines de personnes à Oradour, il y avait des malgré nous, des Alsaciens mosellans, qui d'ailleurs ont tué du coup d'autres Alsaciens mosellans qui s'étaient réfugiés dans ce village, pensant qu'ils allaient être à l'abri. Mais vous avez eu aussi des milliers d'Alsaciens mosellans qui ont combattu lors de la bataille de Stalingrad en 1942-1943. Vous savez que c'était une énorme défaite pour les Allemands, ils ont perdu beaucoup de soldats, mais beaucoup ont aussi été faits prisonniers. Et il se trouve donc que ces prisonniers se retrouvent au goulag ou dans les camps en Sibérie et que la France, à partir de 1944-1945, cherche à les libérer. Dès 1944, dès la fin de l'année 1944, vous en avez 1500 qui reviennent, et en 1945, près de 15 000 qui reviennent. Donc vous voyez qu'il y a une forme d'échange entre l'URSS et la France de ce point de vue-là. Bien, je poursuis. Un autre point important concernant ces mouvements, c'est la question des Allemands. Prenons deux groupes. Il faut quand même se souvenir du contexte des années 30. Vous savez que, il y a eu l'Anschluss, l'annexion de l'Autriche, et puis après, les nazis ont cessé de grignoter vers l'Est, alors bien sûr les Sudètes, puis l'ensemble de la Tchécoslovaquie, et puis ensuite, bien sûr, l'invasion de la Pologne. Et tout cela a été accompagné d'une politique qu'on a qualifiée d'ingénierie sociale, c'est-à-dire de conquête de l'espace vital, pour le dire avec les mots nazis, de l'implantation d'Allemands dans ces nouveaux territoires de Pologne, d'Ukraine, lorsque par la suite les Allemands ont attaqué l'URSS. Et donc on se retrouve avec quelque part deux groupes, enfin même trois groupes d'Allemands, ceux qu'on appelle les Reichsdeutsche, c'est-à-dire ceux qui vivaient dans les limites de l'Empire allemand, le Troisième Reich d'Hitler, jusqu'en 1938. Vous avez ensuite ce qu'on appelle les Volksdeutsche, c'est-à-dire ceux qui ont été envoyés dans ces territoires nouvellement conquis après 1939.
Et puis il ne faut pas oublier qu'on a aussi ce qu'on appelait dans ces pays-là les Allemands ethniques, c'est-à-dire qu'il y avait des Allemands qui vivaient en Pologne, voire même en URSS ou dans les pays baltes, avant la guerre et avant les années 30. Or, lorsque l'armée rouge opère sa contre-attaque et petit à petit grignote jusqu'à entrer en Allemagne, et puis après vous savez qu'ils arrivent jusqu'à Berlin, tous ces Allemands ont peur, pour une partie d'entre eux sont tués, mais beaucoup refluent vers l'ouest. 10 millions. Encore une population, vous voyez, qui converge vers l'Allemagne. Là, j'ai une carte où un historien français a travaillé sur ce sujet en particulier, il s'appelle Philippe Burel, et donc 1945-1948, lui, il parle même de 12 millions d'Allemands qui, comme ça, ont reflué face à l'avancée de l'armée rouge. Je voulais proposer justement à ce moment-là où il y a une photographie de ces Allemands expulsés donc qui refluent vers leur pays d'origine. Et il y a une affaire, je ne sais pas si vous la connaissez, qui a été largement médiatisée par un écrivain connu qui s'appelle Günter Grass, qui évoque en fait assez vite après la guerre l'affaire du Wilhelm Gustloff. Alors qu'est-ce que c'est cette affaire? C'est le naufrage d'un paquebot qui a été coulé par les soviétiques en 1945 avec près de 9000 Allemands à son bord. Et en fait, ce qu'explique Günter Grass dans son texte, c'est que cette histoire-là a été complètement occultée en 1945. Les Allemands en 1945 ne peuvent pas être des victimes. C'est inimaginable. Donc, tout cela a été occulté, en partie en Allemagne, mais bien sûr dans les pays voisins, assez longtemps après la guerre. Ensuite, comme on travaille sur des gens qui se déplacent, je ne pouvais pas manquer d'évoquer là aussi un certain nombre d'Allemands qui, pour le coup, étaient pour certains des dignitaires du parti nazi et qui ont réussi à s'en aller. Vous en connaissez, je pense, quelques exemples. Là, je voulais insister bien sûr sur le cas de Adolf Eichmann, que donc vous connaissez peut-être. Adolf Eichmann, c'est le logisticien du génocide, celui qui jusqu'au bout a organisé donc les convois, notamment vers Auschwitz, et qui a même au printemps 1944 privilégié les convois de déportés juifs au détriment des convois militaires. Pour lui, peut-être, il y avait des objectifs de guerre différents pour les nazis, mais lui, son objectif, c'était de massacrer au bout le maximum de juifs. Adolf Eichmann, par différents moyens sur lesquels je ne pourrais pas revenir trop en détail, parvient donc à rejoindre l'Amérique du Sud. Il va obtenir une fausse identité. Sa nouvelle identité sera Ricardo Clement. Et la suite, c'est qu'il va être finalement arrêté au bout de quelques années par une opération du Mossad, arrêté en 1960, puis donc jugé à Jérusalem et pendu en 1962. Mengele, le docteur d'Auschwitz, qui a fait les expériences médicales, qui a réussi lui aussi à s'échapper. Autre exemple que je voulais vous donner, et ça permettait de faire un lien entre les gens qui ont réussi comme ça à s'échapper et la question du screening, c'est-à-dire du filtrage qui m'a fonctionné plus ou moins bien, disons, à la fin de cette guerre. Peut-être un nom qui est resté en mémoire, Ivan Demjanjuk, ou John Demjanjuk. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non? Alors, il s'agit de quelqu'un qui est né en 1920 en Ukraine. Ivan Demjanjuk, à la fin de la guerre, je vous dirai la suite de son parcours biographique après, il se retrouve dans un camp au nord-est de Munich. C'est un camp qui est dans la zone américaine, le camp de Landshut. Il y rencontre d'ailleurs sa future épouse.
Bon, il parvient à donner certainement le bon récit et il émigre aux États-Unis. Il rentre chez Ford, travaille chez Ford, et d'ailleurs, il est tellement bien inséré là-bas, il est tellement peu inquiet vis-à-vis de son passé qu'il a même laissé, vous voyez ici à l'intérieur de son bras, un tatouage à la gloire des SS. Et puis, au milieu des années 1970, il y a quelques informations qui commencent à remonter sur son passé, et les États-Unis, enfin le ministère de la Justice des États-Unis, entame une procédure pour lui enlever la nationalité états-unienne. La procédure ne va pas au bout ce coup-là. Par contre, il est extradé en Israël, et il est jugé en Israël. Pourquoi ? Parce que un certain nombre de rescapés l'ont reconnu en tant que gardien de camp, et en particulier celui de Treblinka. Et d'ailleurs, son surnom aurait été à ce moment-là Ivan le Terrible. Il se trouve qu'il est condamné en 1986, et 5 ans après, il y a une nouvelle procédure qui, en fait, contredit la procédure 86 en disant il y a eu confusion, c'était pas lui. Bon. Donc, il repart aux États-Unis, et là, à nouveau, au début des années 2000, une partie de son passé ressurgit. Cette fois-ci, il est dénaturalisé, il perd la nationalité américaine en 2002, il est extradé en Allemagne, il est né en 1920, hein, il est extradé en Allemagne en 2009, et là, il y a un nouveau procès, et cette fois-ci, le dossier est sans doute un peu plus solide, et il se trouve que il y a un certain nombre de preuves, à la fois photographiques et de témoignages, qui montrent qu'il a été gardien effectivement de camp, non pas à Treblinka, mais à Sobibor. Donc il est condamné à la prison, il est condamné en 2011, il fait appel, mais la procédure ne va pas au bout, puisqu'il meurt en 2012, pas en prison d'ailleurs, dans une forme d'EHPAD. Voilà. Donc, lui a toujours soutenu que il était dans l'armée soviétique. Quand les Allemands ont gagné, il a été prisonnier, et qu'en fait, il est passé de camp de prisonnier de guerre à camp de prisonnier de guerre. Bon, maintenant, vu tout le travail qui a été fait sur le plan des enquêtes, et puis le travail historique, et notamment un dossier photographique qui a été retrouvé à Berlin. Alors, Berlin, je ne sais pas si vous connaissez ce musée, il y a le musée de la topographie de la terreur. C'est un titre un peu étonnant. Le musée de la topographie de la terreur, il est au niveau de l'ancien quartier général de la Gestapo. Et dans ce musée, ils ont retrouvé évidemment beaucoup de choses dans le quartier général de la Gestapo, mais on leur a amené aussi beaucoup de documents. En fouillant dans un dossier là, d'un ancien dignitaire nazi, ils ont retrouvé un dossier photographique où il y a plusieurs clichés qui montre donc Deng Janjuk, effectivement, avec un uniforme et en train de garder les déportés à Sobibor. C'est la dernière preuve qu'on a, mais il y en avait déjà bien assez. Bon, je passe donc là-dessus pour vous dire aussi que, comme nous sommes quand même dans les Hautes-Pyrénées et que j'ai étudié aussi un petit peu la frontière pyrénéenne, je voulais revenir sur 2 petits exemples. Un qui est connu, l'autre moins, c'est celui qui est connu, c'est Pierre Laval. Pierre Laval, qui, vous le savez, a eu de très hautes fonctions et qui a été chef du gouvernement du régime de Vichy, qui a eu un rôle très important évidemment dans la politique de collaboration et de déportation, a tenté, lui aussi, de fuir à la fin de la guerre. Alors vous savez, il y a une partie des dignitaires français qui ont collaboré, qui se sont retrouvés du côté de Sigmaringen à la fin de la guerre. Là, Pierre Laval a lui tenté de fuir et de passer en Italie, et puis il a été refoulé. En fait, il est passé en Espagne. Mais en Espagne, qui c'est le dirigeant là? C'est Franco. Donc, il y a eu des discussions entre
le GPRF, notamment un ancien grand résistant, Georges Bidault, et puis donc les dirigeants franquistes, et finalement l'Espagne franquiste va livrer Pierre Laval à la France. Vous savez ensuite qu'il y a un procès, il est jugé, et puis donc exécuté le 15 octobre 1945. Il se trouve que lorsque j'ai cherché un petit peu dans les archives départementales pour cette période-là, je suis tombé sur une enquête où il est attesté, en tout cas d'après les deux inspecteurs, que pas mal d'Allemands tentaient de passer la frontière pyrénéenne pour après rejoindre le Portugal et puis l'Amérique latine, comme finalement un certain nombre de rescapés juifs l'ont fait 3 ou 4 ans auparavant. Et il se trouve qu'un certain nombre de ces gens qui essayent de passer ont des passeports nicaraguayens qui auraient été fabriqués dans une officine secrète du côté d'Amsterdam. Oui, donc là, il y a toute une enquête qui est faite pour essayer de retrouver qui donne ces faux papiers à ces anciens nazis qui essaient de fuir. Autre petit point sur cette frontière, je vous avais peut-être parlé, je ne sais pas, pendant la Seconde Guerre mondiale, là, quand on faisait la Seconde Guerre mondiale, d'un des grands résistants de notre département, qui s'appelait Gérard de Clarens, qui a été le fondateur du réseau Andalousie, et qui donc faisait passer un certain nombre notamment de combattants et de ce qu'on appelait les évadés de France. Eh bien, ce jeune homme, parce que lorsqu'il entre en résistance, il a tout juste 20 ans, hein, et qu'il est à la tête de ce réseau, à la fin de la guerre, le gouvernement militaire des Pyrénées centrales décide d'utiliser ses compétences. Il connaît très bien les Pyrénées, il a fait passer clandestinement des gens pendant 2 ans, donc là on a des gens qui passent clandestinement, on va lui dire, tu vas essayer de les attraper. Donc celui qui était le passeur clandestin devient le douanier officiel, vous voyez, de l'État français en train de se reconstituer. Et donc, vous voyez, là je vais trouver un document où c'est lui, hein, je sous-signé de Clarence et Gérard, chevalier de la Légion d'honneur, capitaine de réserve, ancien chef des réseaux sarrasins de la France combattante, Andalousie et Basse-Espagne, et commandant militaire du secteur central de la frontière des Pyrénées, certifie que, et donc là il évoque quelqu'un qui souhaitent passer la frontière. Ce que je voulais ensuite vous présenter, c'est, pour revenir un peu, je parlais des Pyrénées, pour rester, si vous voulez, sur la France, évoquer quelques lois importantes qui concernent les étrangers et la nationalité, le code de la nationalité de 1945. Alors, vous connaissez peut-être les dates parce que dans les médias, on revient souvent à ces dates-là. Donc, vous avez le code de la nationalité du 19 octobre 1945, et puis donc ce qu'on appelle aujourd'hui le CESEDA, qui concerne en fait les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. Ça, c'est l'ordonnance donc du 2 novembre 1945. Alors pourquoi je voulais un petit peu vous en parler, c'est que à ce moment-là, celui qui est toujours au pouvoir, on est en 1945, hein, il n'y a pas eu encore la constitution de la 4e République du 27 octobre 1946, c'est le général de Gaulle. Et il a, en tout cas en 1945, une vision assez spécifique de qui doit rentrer en France et surtout y rester. Le général de Gaulle fait vraiment un lien très direct entre l'entrée dans le territoire français et la naturalisation. Pour lui, il considère que finalement 100% des gens qui entrent sont voués à se naturaliser. Voilà ce qu'il écrit à un autre grand résistant, dont vous connaissez le nom, je pense, Pierre-Henri Tetgen. Pierre-Henri Tetgen. 12 juin 1945, Pierre-Henri Tetgen est le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Je cite, sur le plan ethnique, il convient de limiter l'afflux des Méditerranéens et des Orientaux, qui ont depuis un demi-siècle profondément modifié la composition de la population française. Sans aller jusqu'à utiliser, comme aux États-Unis, un système rigide de quotas,
il est souhaitable que la priorité soit accordée aux naturalisations nordiques. Alors, qu'est-ce qu'il englobe dans le mot nordique? Les Belges, les Luxembourgeois, les Suisses, les Hollandais, les Danois, les Anglais, les Allemands. 3 points de suspension. Étant donné le grand nombre de dossiers actuellement en instance dans les préfectures, on pourra envisager une proportion de 50% de ces éléments. Je continue. Sur le plan professionnel, la France a surtout besoin de travailleurs directement producteurs, agriculteurs, mineurs, ouvriers du bâtiment. D'autre part, pour conserver son pouvoir d'assimilation, il est nécessaire que les professions libérales, commerciales, bancaires, ne soient pas largement ouvertes aux étrangers. Ce texte, vraiment, est très riche lorsque on veut le contextualiser, évidemment, faire des liens avec l'avant et l'après. Alors je commence peut-être par la dernière phrase. Nécessaire que les professions libérales, commerciales, bancaires ne soient pas largement ouvertes aux étrangers. Souvenez-vous des mobilisations des avocats, des médecins pendant les années 30 pour essayer de réduire au maximum les entrées, et notamment d'ailleurs des réfugiés juifs allemands, pour évidemment éviter la concurrence dans leur secteur. Je remonte petit à petit. Sur le plan professionnel, la France a besoin de travailleurs, agriculteurs, mineurs. C'est, on va dire, un moment, en tout cas de la politique d'immigration française, où on veut sélectionner plutôt donc des gens qui travaillent dans le secteur primaire, agriculteurs, mineurs. Ça n'a pas toujours été le cas et ça ne sera pas toujours le cas ensuite. Ensuite, pour revenir sur le début, c'est-à-dire privilégier les Nordiques aux Méditerranéens. Première remarque qu'on peut faire, c'est qu'il inclut dans les Nordiques les Allemands. En 1945, dire qu'il faut privilégier l'immigration allemande en France, c'est pas très populaire. Hein. Vous imaginez la haine du Bosch, tout ça qui pouvait y avoir. Bon. Donc, deuxième chose qu'il dit, il faut que ça soit 50% des éléments. Évidemment, en fait, tout ce qui est dit là, d'ailleurs, tous les points que je viens de vous donner, il n'y en a aucun qui va être respecté. Aucun, parce qu'il n'y a pas suffisamment de demandes d'entrée des populations originaires des pays souhaités par le général de Gaulle pour arriver à 50% en fait. D'où vient cette volonté donc de, on va dire, d'immigration choisie entre guillemets. Ça vient de quelqu'un qui a une influence sur le général de Gaulle à ce moment-là, dont je vous ai parlé l'année dernière. Il s'appelle Georges Mocco. Alors, je vous rappelle un petit peu son parcours, tout en vous disant que, donc en 1945, il est à la tête c'est un comité consultatif, mais important quand même, du Haut Comité consultatif donc de la population et de la famille. Il est secrétaire général de ce Haut Comité et il va le rester jusqu'en 1970. Georges Mocco, M-A-U-C-O. Quel est son parcours? C'est quelqu'un qui est géographe au départ, qui écrit une thèse en 1932 sous la férule d'un très grand géographe, Albert Demangeon. En 1932, le titre de sa thèse, c'est « Les étrangers, leur rôle dans la vie économique ». Vous savez que les années 30, on l'a étudié l'année dernière, c'est quand même des années où il y a beaucoup de tensions et de conflictualité en France sur justement l'arrivée des immigrés, avec, on va dire, des visions très différentes entre ce qui se passe dans les années 32, 33, 34, 35, puis la parenthèse du Front populaire 36-38, puis en 38, avec l'arrivée d'Édouard Daladier et tout un tas de lois qui vont être extrêmement restrictives concernant notamment l'arrivée des réfugiés espagnols. Georges Mocco, vu qu'il est considéré à ce moment-là comme un spécialiste de la question des étrangers, il va commencer à entrer un peu dans certains arcanes du pouvoir
et il va rentrer dans différents comités. Alors un comité de la population en 1935, il va même être dans le cabinet du sous-secrétaire d'État aux étrangers qui s'appelait Philippe Serre en 1938. Et puis il y a la guerre qui arrive. Vous le savez, la guerre c'est l'heure des choix. Surtout vu, on va dire, le sujet principal qui était le sien dans ses recherches universitaires. Je n'ai pas remis tous les extraits de texte que je vous avais mis l'année dernière, mais c'est quelqu'un qui va vraiment virer du côté de la collaboration. Il va notamment se rapprocher de quelqu'un qui s'appelle Georges Montandon, qui a été à l'origine de l'exposition Le Juif et la France en 1941. Je suis sûr que vous avez vu l'affiche de cette exposition. Il a largement contribué donc à la revue de Georges Montandon qui s'appelait L'ethnie. C'était revue de doctrine ethno-raciale. Et en fait, bon, je vous résume les extraits que j'avais pu vous donner l'année dernière. Il fait un rapide historique de l'émigration en France depuis la fin des années 1870 et il explique qu'en fait, au début, c'était bien. Parce que ceux qui venaient, c'était des Belges, c'était des Luxembourgeois, c'était des Allemands, ils étaient proches de notre culture, etc., etc. Et puis après, c'est pas bien, parce que ce sont des Méditerranéens, mais alors là, les Méditerranéens, ce sont les Espagnols et les Italiens. Et c'est encore moins bien lorsqu'ils sont du sud de l'Espagne ou du sud de l'Italie, parce qu'ils sont encore moins civilisés. Et puis après, il dit c'est pire, c'est de pire en pire, puisque dans les années 20 et 30, il y a les Russes qui arrivent, il y a les Arméniens et après les Juifs. Et en plus, les Juifs, c'est des Juifs orientaux. Terrible. Alors, il a des mots, il dit que c'est vraiment de l'immigration de mauvaise qualité. Il explique qu'il y a des proportions de malades mentaux plus importantes dans ces populations que dans les autres. Enfin bon, je vous passe les détails. Et je vous ai gardé un petit extrait quand même pour vous donner une idée du personnage. Voilà ce qu'il dit des Juifs orientaux. Dans l'ensemble, ils apparaissent plus intelligents que les rudes travailleurs belges, italiens, polonais. Sans doute très vite s'installent-ils dans les professions dites supérieures, au point d'en éliminer les Français. Mais à l'examen, il y a là subtilité et ingéniosité de l'esprit, utilisation du savoir et de l'expérience acquis par d'autres. En fait, leur originalité et leur invention sont faibles. L'esprit chez eux est un moyen de défense, une arme pour lutter contre la force des maîtres. C'est du savoir-faire tel qu'il peut se développer chez l'esclave intelligent. Bon. Ensuite, il continue en disant que la France doit maintenant réfléchir à la qualité en matière d'immigration étrangère. Et il finit, je vous passe les détails, il est urgent que la France pratique le protectionnisme du patrimoine humain. Il vient de dire que la France faisait du protectionnisme économique, il faut faire aussi le protectionnisme du patrimoine humain, base de l'unité morale et intellectuelle de la nation. Georges Mocco, donc à la fin de la guerre, il n'est pas inquiété. Il n'est pas inquiété parce que il a gravité, donc, on va dire, dans les couloirs du pouvoir dans les années 30. Il a donc eu quelques relations, notamment avec Louis Joxe, qui est secrétaire général du gouvernement provisoire de la République française. Et puis, pendant quelques mois, il a été membre d'un réseau FFI sur Paris. Bon, ça lui permet de continuer donc ses activités après-guerre. Alors, juste quand même, parce que quand j'ai vu ça, je me dis, il faut que je vous le dise. À la fin de sa vie, il a écrit 2 ouvrages où en fait il revient un peu sur toutes ces années-là. Et alors il y a un ouvrage qui est publié en 1977 qui s'intitule Les étrangers et la France, le problème du racisme. Et un peu plus tard, il écrit son autobiographie. Alors le titre, regardez, c'est Vécu, point, autobiographie complaisante. Au moins on sait à quoi s'en tenir. Et dans ces 2 volumes, il indique qu'il a toujours défendu les immigrés et toujours condamné la haine raciale. Bon, je vous laisse juger. Je continue. Je passe
rapidement sur la question donc, des ordonnances, je vous en ai parlé. Par contre, je voulais faire un point, j'avais un petit tableau statistique à vous proposer. Pourquoi le général de Gaulle s'inquiète autant de la question de l'immigration en 1945? C'est que la France a plusieurs problèmes, bien sûr, mais un problème de population. Au départ, un problème démographique. Entre 1939 et 1945, la France a perdu 900 000 personnes. Voilà. Alors bien sûr, c'est lié évidemment à la question du solde naturel. On ne peut pas dire que, par exemple, l'année 42-43 a été une année où la fécondité en France a été très importante, on le comprend. Mais attention, n'oubliez pas aussi qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis. Vous avez des Italiens qui, en 38-39, sont repartis en Italie. Vous avez un certain nombre de Juifs qui sont partis en Amérique latine, d'autres qui sont partis parce qu'ils ont été déportés et qui ne sont pas revenus, comme vous le savez. Vous avez eu 60 000 soldats à peu près qui sont morts en 40, 60 000 soldats français au moment de la défaite. Vous en avez d'autres qui sont morts, bien sûr, dans les camps de prisonniers de guerre. Et puis surtout, il y a quelque chose qui n'a pas existé pendant 6 ans, c'est l'immigration. Personne n'est venu en France s'installer pour travailler. Donc, vous avez en fait là une perte donc sèche de population entre 39 et 45. Le général de Gaulle, dans d'autres passages que je voulais vous montrer, insiste aussi sur le fait que, hormis essayer de sélectionner des gens, des agriculteurs, des gens dans le bâtiment, des mineurs, etc., il faut des gens jeunes ou des gens qui peuvent avoir des enfants ou qui en ont déjà. Mais en tout cas, il faut de la jeunesse, il faut vraiment pouvoir faire repartir le pays sur le plan démographique. Évidemment, vous le savez très bien, cela est corrélé à une politique nataliste qui va entraîner le baby-boom, etc. Bien. Juste pour, évidemment, le rappeler, la majorité des gens qui viennent à partir de 1945, c'est ni des Allemands, ni des Belges, ni des Luxembourgeois. Ça va être essentiellement 4 groupes, les Portugais, les Algériens, les Espagnols, les Italiens. Voilà. Et puis après, mais ça sera les cours prochains où on aura un micro et un vidéoprojecteur. Vous avez évidemment d'autres courants qui arrivent dans les années 70 et les années 80. Je voulais, puisque je viens d'en parler, juste faire un petit point quand même sur les Espagnols, parce que évidemment dans les Hautes-Pyrénées c'est une immigration quand même très, très importante en nombre. Au niveau national, vous avez donc sur les 1 800 000 étrangers à peu près, qui est un étiage, et c'est vraiment un point bas. 1 800 000 étrangers en France en 1945, c'est 4% de la population. Quelques années avant, c'est-à-dire au milieu des années 30, on n'était pas loin de 7%. Actuellement, je parle des étrangers, je ne parle pas des immigrés, les étrangers c'est environ 7,8%, quasiment 8% de la population. C'est-à-dire qu'on est revenu, si vous voulez, en 2026 au niveau de la proportion d'étrangers qu'il y avait en France au milieu des années 30. Concernant par contre les Espagnols dans les Hautes-Pyrénées, là on n'est pas sur les chiffres nationaux, c'est-à-dire que la majorité des étrangers dans les Hautes-Pyrénées sont des Espagnols à l'époque. Alors j'avais trouvé un chiffre où vous aviez, donc là on est au début des années 50, sur donc les 13 000 à peu près étrangers que vous avez dans les Hautes-Pyrénées, il y en a 9 700 qui sont espagnols, et à noter que près de 50% d'entre eux, 48%, bénéficient du statut de réfugié. Et à ce sujet, concernant les réfugiés espagnols, sachez qu'ils n'ont pas bénéficié de ce statut, ni quand ils sont arrivés, qu'ils ont été parqués dans les camps, donc en 1939, ni en 1940, ni en 1941. Les Espagnols ont obtenu le statut de réfugié, en tout cas en France, le 15 mars 1945. Et l'une des explications du GPRF à l'époque, c'est que c'était quelque part en récompense des services rendus
par les guérilleros, les résistants espagnols, durant évidemment la période de la résistance. Juste un point avant après de changer, vous allez voir, d'horizon. Concernant les Espagnols, quand même rapidement, vous dire qu'une partie des Espagnols qui se trouvent dans les départements du sud, et donc notamment des Hautes-Pyrénées, lorsque s'arrête la guerre mondiale, ce qu'ils espèrent, c'est qu'ayant aidé la France, que la France les aide. Et vous avez notamment une opération qui est montée dans le Val d'Aran, où les Espagnols républicains s'imaginent reprendre donc l'Espagne à Franco. C'est un échec. Derrière cela, je vous l'ai dit, il y a des relations qui reprennent, notamment à travers l'action de Georges Bidault. Et puis il va quand même y avoir un épisode où Franco va être un peu mis au ban des nations. C'est qu'en février 1946, vous allez avoir une dizaine de républicains espagnols qui sont repartis en Espagne, qui sont fusillés. Et il y en a un qui s'appelle Cristino Garcia, qui est quelqu'un qui a largement participé au combat de la résistance, notamment dans le Gard et en Ardèche. Et cette exécution qui est très médiatisée va avoir plusieurs conséquences. Ici, dans les Hautes-Pyrénées, vous allez avoir des manifestations qui vont dénoncer ces actes. Mais sur le plan politique, vous allez avoir une fermeture de la frontière entre la France et l'Espagne de 1946 à 1948. Et vous allez avoir l'Espagne de Franco qui va être condamnée officiellement par l'ONU à la fin de l'année 1946. Mais après, vous le savez, les choses changent. Et petit à petit, Franco va réintégrer en fait la communauté internationale. Alors ça se fait par paliers. Déjà en 1950, alors que les États-Unis, vous savez, vont s'engager en Corée, Franco propose son aide. Bon, les Américains ne voient pas trop comment il peut aider, donc ça, voilà, il n'y a pas de conséquences particulières. Par contre, à partir de 1950, les États-Unis décident de réinvestir un peu en Espagne, et vous avez des accords commerciaux petit à petit qui se mettent en place. Et l'Espagne franquiste intègre l'UNESCO. Et puis en 1953, les Américains signent un accord avec Franco qui permet aux Américains d'installer 4 bases militaires états-uniennes en Espagne. Et en 1955, l'Espagne intègre l'ONU. Et là, évidemment, vous avez compris qu'on est à peu près 6 ou 7 ans après le début de la guerre froide. Le problème à ce moment-là, ce n'est plus l'antifascisme ou l'antifranquisme, c'est l'anticommunisme. Et Franco, aux yeux des Américains, incarne en fait une forme de rempart contre le communisme. Bien, changeons maintenant de lieu et évoquons, je vous l'avais dit, la question de la Palestine. Alors, à la fin de la guerre, il y a encore bien sûr un certain nombre de rescapés des camps qui font partie de ces personnes déplacées. Et j'ai même envie de vous dire qu'il va y en avoir de nouveaux. C'est terrible, mais c'est factuel. Vous avez un certain nombre de rescapés des camps, notamment des Polonais, qui tentent de rentrer chez eux en 1944-1945. Mais en 1946, ils subissent des pogroms. Et il y en a un qui est très connu, qui s'appelle le pogrom de Kielce. Vous avez à peu près dans cette petite ville polonaise 200 juifs qui sont parvenus à revenir. Et il y en a plus de 40 qui sont tués. On est en juillet 1946. Dans les 3 mois qui suivent, vous avez 75 000 juifs qui s'étaient donc réinstallés, qui repartent. Et puis, après, donc, vous avez une migration qui commence alors vers les États-Unis, puis vers la Palestine. Ceci dit, je rappelle brièvement la configuration à ce moment-là. Vous savez que la Palestine est sous mandat britannique depuis la fin de la Première Guerre mondiale, c'est un mandat de la SDN. Et d'ailleurs, ce mandat doit se terminer en 1947. Et il y a d'ailleurs une affaire qui accélère un peu les choses, concernant le partage, qui date de novembre 1947, c'est l'affaire de l'Exodus.
Ce bateau, parti de Sète, avec 4500 juifs qui souhaitent donc rejoindre la Palestine, qui est donc arrêté plusieurs fois sur le parcours, notamment à Chypre, qui en fait est renvoyé ensuite. Et ces gens, alors j'avais une superbe photo à vous montrer, ces gens qui venaient de partir donc, alors de camps, alors déjà ils avaient connu les camps évidemment de concentration, puis ils s'étaient retrouvés dans des camps de déplacés, qui là essayent d'arriver en Palestine et on les renvoie en fait dans des camps dans la zone britannique d'occupation de l'Allemagne. Et là, il y a donc, vous avez des gens qui manifestent et l'affiche c'est From Lager to Lager till when. Et donc ils sont sans cesse, depuis des années, baladés de camp en camp. Vous connaissez bien sûr la suite de l'histoire, il y a le partage, puis la déclaration donc, de David Ben Gourion qui donne naissance à l'État d'Israël le 14 mai 1948, et puis la première guerre israélo-arabe dès 1948-1949, qui donne naissance à un nouvel exode, celui des Palestiniens, avec la Nakba, la catastrophe en arabe, et qui donne donc naissance à un nouvel organisme chargé de s'occuper de ces réfugiés, qui existe toujours et qui a été au cœur, bien sûr, de la suite des événements du 7 octobre, vous le savez, c'est l'UNRWA, c'est-à-dire, je vous donne la traduction complète, l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient. Quelque chose de très important concernant cet organisme, créé donc suite à la première guerre israélo-arabe, il n'est pas chargé, comme pouvait être l'UNRWA, donc, dont je vous ai parlé tout à l'heure, puis l'OIR, l'Organisation internationale des réfugiés, qui prend le relais de l'UNRWA en 1946, elle n'est pas chargée de réinstaller les Palestiniens. Elle est chargée de leur venir en secours, de les soigner, de leur donner à manger, mais pas de réinstallation envisagée. Et vous savez après qu'il y a certains de ces réfugiés qui vont passer leur vie dans des camps, en Syrie, en Jordanie, en Égypte, et il y en a qui vont y naître et y mourir de ces descendants, de ces de la Nakba, réfugiés de la Nakba. Bien. Je passe rapidement, je voulais vous montrer un petit peu les portraits de l'équipe qui, en 1948, a participé à la rédaction de la DUDH, de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Puisque là, on parle beaucoup de droits, alors l'un des droits principaux, évidemment, c'est de circuler, de pouvoir quitter son pays, d'entrer aussi dans un autre pays. Et bien sûr, cette DUDH, elle est rédigée à ce moment-là, elle est proclamée à ce moment-là, précisément le 10 décembre 1948, parce que, évidemment, il apparaît pour beaucoup d'intellectuels, beaucoup aussi de dirigeants politiques, que les droits humains les plus essentiels ont été bafoués pendant la Seconde Guerre mondiale et qu'il est donc peut-être bon de les réaffirmer. Évidemment, une personnalité très importante à la tête de ce comité de rédaction, c'est la veuve du président Roosevelt, Eleanor Roosevelt. Et puis après, vous savez, à l'époque, finalement, le problème qui est souligné, c'est pas d'entrer dans un pays, c'est pouvoir en sortir. Et là, évidemment, c'est lié à la question, bien sûr, de l'URSS et des États d'Europe centrale et orientale qui, parfois, voulaient à la fois rapatrier ces populations, mais surtout les conserver. Je dirais un mot tout à l'heure des Allemands de l'Est, qui 3,5 millions qui sont passés à l'Ouest, entre 1945 et 1961. Article 14. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile dans d'autres pays. Alinéa 2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou des agissements contraires au but et aux principes des Nations Unies. Là, évidemment, on vise un certain nombre de nazis, mais aussi de collaborateurs qui essayent de se diriger vers différents pays à la fin de la guerre. Alors là, c'est bien dommage, mais je vais pouvoir vous le raconter, insister sur un exemple qui, à mon avis, est extrêmement parlant. Je rappelle d'abord le contexte. Je vous ai dit au départ que
l'UNRWA avait été créée en 1943 dans une forme d'entente. On est en 1943, on est encore dans la guerre, un consensus. L'URSS en fait partie. Aux conférences de Yalta et de Potsdam, Staline, concernant les rapatriements, alors certes des Russes, mais aussi des Ukrainiens, des Polonais, des Lettons, arrive à imposer ses vues. Yalta et Potsdam, je rappelle, Yalta c'est 4-11 février 1945, Potsdam c'est 17 juillet, 2 août 1945. Progressivement, les Américains considèrent que les organisations internationales, notamment l'ONU et l'UNRWA, sont un peu trop à l'écoute de Staline. Et à partir de 1946, les Américains vont dire « Nous, l'UNRWA, on ne veut plus en faire partie. » Et on souhaite qu'il y ait une autre organisation qui prenne le relais, qui s'appelle l'OIR, l'Organisation internationale des réfugiés. Et cette OIR, qui va être créée, avec donc le soutien notamment des États-Unis, de l'Angleterre, une bonne partie de l'Europe occidentale, va très rapidement faire émerger un principe qui est le droit au non-retour. Le droit de ne pas retourner dans un pays si on ne le souhaite pas. Et alors, vous voyez bien évidemment quelle catégorie de population est visée. Et du côté des soviétiques, j'ai trouvé le néologisme quand même assez étonnant. Pour les gens qui ne veulent pas revenir, et il va y en avoir quand même des centaines de milliers, bien entendu, ils vont forger le néologisme de Nivros Vrasensi. Alors ça ne vous dit rien, j'imagine, mais ça signifie les non-revenants. Les non-revenants. Et donc, vous en avez évidemment beaucoup parmi les Polonais, parmi même des Russes là dont je vous parlais tout à l'heure qui étaient à Tarbes. Il y en a un qui se fait attraper à Almezan qui s'appelle Rasoulov. Alors il y a un petit procès verbal le concernant. Il dit non mais moi je veux. Il s'est échappé d'un, vous savez ces camps là comme Pau-Regard où il était filtré. Il dit mais moi je veux pas revenir en Russie. Je veux pas revenir. Bon. Voilà le contexte. Et là vous allez donc avoir petit à petit, dans évidemment ce contexte de guerre froide qui débute à partir de 1945, une espèce d'opposition qui va être entre les puissances occidentales et l'URSS pour essayer de récupérer les gens qui restent, quelques centaines de milliers quand même, entre 46, 47, 48. Et attention, alors il y a à la fois des questions politiques et bien sûr idéologiques, mais il y a des questions de main-d'œuvre aussi. Vous avez par exemple les Anglais qui vont créer un programme qui s'appelle Balt Signet, donc les signes baltes, où en fait ils vont essayer d'aller recruter dans les camps un maximum d'infirmières baltes. Alors, je vous informe que dans les documents qui justifient, pourquoi les baltes? Oh bien, parce que leur blancheur est, mais oui, synonyme de qualité raciale, etc., etc. Oui, on est après la guerre. Et puis après il y a un deuxième organisme qui s'appelle les travailleurs volontaires européens, où là aussi chaque pays européen essaye de recruter au maximum donc cette main d'œuvre selon ses besoins. Alors des fois c'est des infirmières, ça peut être dans le secteur textile, et puis la France ça va être les agriculteurs, les mineurs, comme on l'a vu tout à l'heure pour le général de Gaulle. Donc cette population qui est un peu là, elle est un enjeu très important pour cette fin des années 40, début des années 50. Comme aujourd'hui, parmi toute cette population qui est dans la difficulté, dans la souffrance, qui ne sait pas où aller, il y a des enfants isolés, qui n'ont plus leurs parents. Aujourd'hui, on dit mineurs non accompagnés. Et alors là, il y a un exemple qui est vraiment assez étonnant. Vous avez eu donc l'invasion concomitante de la Pologne par les nazis et les soviétiques en septembre 1939. À ce moment-là, les soviétiques donc, qui ont envahi la partie est décident d'envoyer au goulag ou dans un certain nombre de camps de travaux forcés 500 000 Polonais. Puis ensuite, avec plusieurs vagues de déportations successives, 500 000 plus 1 million. Jusqu'à que, vous le savez, les choses se renversent, que les nazis attaquent les soviétiques en juin 1941, opération Barbarossa, et qu'en juillet 1941, les Polonais qui étaient du côté des Alliés et les soviétiques
nous un accord en disant bon, on va peut-être récupérer tous les gens que vous avez envoyés un peu partout dans les camps, enfin une partie en tout cas de ceux qui ont survécu, et les enfants, etc. Alors il y a une armée qui se crée, qui est l'armée Anders, qui va descendre jusqu'en Iran, moi je vous passe les détails. Mais au final, il y a entre 15 000 et 18 000 orphelins polonais qui sont à la charge des soviétiques. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Une bonne partie d'entre eux, parce que bon, en URSS, il y a quand même toujours la guerre, vont être envoyés en Inde, au Mexique, en Afrique de l'Est, donc en Rhodésie du Nord, Rhodésie du Sud. Rhodésie du Nord, c'est la Zambie, Rhodésie du Sud, c'est le Zimbabwe, etc. Mais sauf que ces enfants qu'on a envoyés, il y en a qui avaient 2 ou 3 ans, qu'on a envoyés dans ces différents pays, à la fin de la guerre, c'est toujours des enfants, ils sont toujours tout seuls, ils sont toujours orphelins. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, là, vous avez un certain nombre de pays qui disent, bon, il faut les reprendre. Là, nous, maintenant, il faut que vous récupériez ces enfants. Sauf qu'une partie des puissances occidentales se disent, ces Polonais, ces jeunes Polonais, il faudrait les récupérer, éviter qu'ils repartent en URSS. Et là, je voulais vous présenter donc le rôle d'un archevêque, celui de Montréal, qui s'appelle Joseph Charbonneau, qui repère qu'il y a environ 120 à 130 orphelins polonais qui se trouvent dans un camp, le camp de Tenjeru, Tanganyika, c'est-à-dire la Tanzanie actuelle. On aura tout eu. Alors, c'est ça. Donc, je termine juste cet exemple et puis après je vais, enfin si je peux. Après, je vais peut-être dépasser 2-3 minutes, vous m'en excuserez, mais on a commencé en retard. Je termine juste l'exemple. Donc, il repère ses enfants et il souhaite les faire venir au Canada. Donc, il y a tout un tas de procédures qui se mettent en place, notamment les autorités canadiennes imposent à l'archevêque, puis aux différentes associations évidemment qui l'accompagnent, un contrôle médical des enfants. Mais un contrôle médical assez poussé. Or, ce contrôle médical ne peut pas se faire en fait dans le camp, et donc il est décidé d'amener d'abord les enfants à Salerne, en Italie, pour que le contrôle médical soit fait, pour qu'ensuite les enfants soient envoyés, etc. Sauf que, lors du déplacement vers Salerne, évidemment, les autorités polonaises, mais surtout soviétiques, s'aperçoivent de ce qui est en train de se passer. Alors là, il y a, donc je voulais vous montrer des articles de journaux, on va dire, il y a une bataille vraiment terrible autour de ces enfants. L'argument des Polonais et des Soviétiques, c'est de dire c'est un rapt. C'est un vol d'enfants, ces enfants sont polonais, il faut qu'ils reviennent en Pologne. Et alors il y a des arguments donc il y a quelqu'un qui s'appelle Juliusz Katsushi, qui est représentant de la Pologne à l'ONU, qui dit que le Canada est un pays capitaliste cupide, qui cherche avec ses enfants une main-d'œuvre à bas prix, exploitable, etc. Et il va même jusqu'à dire que finalement, ce projet, ça ne fait que parachever le projet d'Hitler qui était de mettre donc en esclavage une partie de la population européenne. Donc ça va très loin dans les attaques. Il y a même une caricature là que je voulais vous montrer où en fait le Canada est caricaturé comme une sorcière moderne, vous savez, du côté donc des Polonais, qui arrachent comme ça les enfants pour les envoyer vers le Canada. Bon. Quelle est la fin de l'histoire? La fin de l'histoire, c'est qu'en fait, les enfants arrivent effectivement donc au Canada. Alors, pour l'anecdote, à un moment donné, ils passent par une commune qui s'appelle À Contrecoeur. Mais c'est vraiment le nom de la commune. Hein. Et donc, on les voit comme ça circuler. Ils ont un comité d'accueil des ouvriers communistes polonais qui veulent empêcher leur arrivée, mais bon, il y a un service d'ordre, enfin bon, ils arrivent à passer, et donc ils sont à peu près 123 à être accueillis. C'est juste pour montrer donc évidemment les enjeux autour de cette question. Je termine rapidement en évoquant une opération importante. Je vous ai parlé tout à l'heure des Espagnols, et puis après j'en resterai là parce que ça montre bien, je pense, le contexte de guerre froide aussi. C'est l'opération Bolero Paprika. Vous en avez entendu parler? Ah ben alors, allez, je m'autorise 4 minutes alors. On est le 7 septembre 1950.
Je vous l'ai dit, les ministres communistes ont quitté donc le gouvernement en mai 1947. On est rentré dans une logique de guerre froide. Les communistes, français et a fortiori espagnols, sont suspects. Donc, on va en arrêter quelques-uns. Il est décidé le 7 septembre 1950 qu'en France, on va arrêter 397 membres donc, des partis communistes de leurs différents États, dont des Espagnols, boléros, et des Polonais, des Tchèques, etc. Paprika, d'accord ? Boléro, Paprika, vous avez l'origine de l'opération, du nom de l'opération. En fait, il n'a été arrêté que 292, il y aura quelques pertes, dont 176 Espagnols. Ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, dans les Hautes-Pyrénées, vous en allez avoir 8 qui sont arrêtés sur les 11 qui étaient prévus. Alors, il y en a qui ne sont pas arrêtés parce qu'ils ont réussi à s'échapper, dont un certain Joaquin Celias, qui travaillait sur les chantiers de Pouchergue, qui est arrêté après. On l'arrête, où c'est qu'on l'envoie ? On l'envoie dans un camp, à Portée-sur-Garonne, l'ancien camp des prisonniers de guerre allemands. Voilà. Et après, il y a un cas sur lequel je vais m'arrêter un peu plus longtemps, c'est un certain Miguel Portoles. Alors Miguel Portoles, regardez le parcours. C'est quelqu'un qui a résisté en France, guérillero, etc., qui est arrêté, qui fait partie de la grande insurrection d'Aix, février 1944 à Villeneuve-sur-Lot. Il y a une opération de répression terrible dans cette prison menée par la Das Reich. Et Miguel Portoles fait partie du terrible convoi qui part de Compiègne-Royalieu le 2 juillet 1944. Rien que dans le voyage, il y a plus de 500 morts. Durant le voyage, ils sont convoyés vers Dachau. Il survit à Dachau, mais il revient avec une tuberculose très sévère. Il est pensionné à 100% par la sécurité sociale qui vient de naître, mais il est arrêté le 7 septembre 1950 à l'hôtel Lamartine. Il est arrêté, il est envoyé en Corse, avant qu'on décide ce qu'on en fait, puisqu'il y avait des départements de relégation, la Corse en faisait partie. Vous avez une mobilisation pas possible, je voulais vous montrer les documents, d'un certain nombre évidemment d'amicales, des guérilleros, etc. Mais même ce qui s'appelle aujourd'hui la DIRP, mais qui à l'époque donc était la FNDIRP, c'est-à-dire la Fédération Nationale des Déportés, Résistants, Patriotes, etc., qui envoie des documents au préfet des Hautes-Pyrénées en disant mais c'est un scandale d'arrêter cet homme qui a combattu, qui a survécu. Bilan des opérations, malgré toute la mobilisation. Il y a d'ailleurs un texte de Miguel Portoles, il dit je ne comprends pas ce qui m'arrive, mais ça me fait au moins plaisir qu'il y ait des gens qui se mobilisent pour moi. Et bien il est expulsé en Pologne. Miguel Portoles. Voilà. Je vous propose d'en rester là. Merci et désolé pour tous ces problèmes techniques. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Vous pouvez aussi nous encourager en cliquant sur le pouce vers le haut. Les commentaires sont également les bienvenus. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner. Merci et à bientôt.